Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire dédié à la réforme des services autonomie à domicile. Je suis Marion Pina et j'animerai ce webinaire aujourd'hui. Je serai accompagnée de Mathilde Moulin, chargée de mission offre de services à domicile à la Direction générale de la cohésion sociale, de Sloane Thalem, experte ANAP, et de deux avocats, Juliette Grosjean et Yannick Francia. Ce webinaire a lieu sur Zoom. À tout moment, vous pouvez poser vos questions dans le chat en utilisant la fonction questions-réponses. Nous avons prévu un temps d'échange avec vous pour y répondre. Aujourd'hui, nous allons aborder les rapprochements dans le secteur privé non lucratif. Au programme, nous vous présenterons tout d'abord l'outil d'aide à la décision proposé par la NAP pour explorer les possibilités de rapprochement, puis des experts juridiques répondront à 3 questions pour vous donner les informations clés sur ce type de rapprochement. Je laisse à présent la parole à Mathilde Moulin qui va vous rappeler le contexte de cette réforme. Bonjour à toutes et à tous. Le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie est amené à croître significativement dans les années et les décennies à venir. Or, l'offre domiciliaire actuelle ne permet pas de répondre aux souhaits d'une large majorité de Français de vieillir à domicile dans des conditions satisfaisantes. La fragmentation des différents services conduit à des démarches complexes pour les usagers ou pour leurs aidants et ne répond pas suffisamment aux besoins accrus de coordination autour de la personne âgée et de la personne en situation de handicap. Face à ce constat, le gouvernement a décidé d'agir en portant une réforme structurante et ambitieuse. Par la création des services autonomie à domicile, véritable pilier du virage domiciliaire, cette réforme vise à apporter une réponse plus complète aux besoins des personnes avec un élargissement des missions des services en termes de prévention, de repérage des fragilités ou de soutien aux aidants. Une simplification des démarches au quotidien avec un interlocuteur unique chargé d'organiser la réponse aux besoins d'aide et de soins des personnes. Ainsi, les services autonomie deviennent la porte d'entrée unique pour l'usager. Une coordination renforcée entre les professionnels de l'aide et du soin pour améliorer la qualité de l'accompagnement, mais aussi elle vise à favoriser l'attractivité des métiers et une meilleure qualité de vie au travail pour les professionnels du domicile. Cette réforme est également exigeante pour le secteur, en ce qu'elle nécessite une véritable transformation des services de soins infirmiers à domicile qui devront, d'ici le 31 décembre 2025, intégrer une activité d'aide et d'accompagnement, notamment se rapprochant d'un ou plusieurs services autonomie à domicile déjà existants. Pour faciliter la mise en place de la réforme, un plan d'accompagnement conséquent est mis en place sous le pilotage de la Direction générale de la cohésion sociale et confié à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale, l'ANAP. C'est dans ce cadre que l'ANAP propose un appui à l'ensemble des gestionnaires de services avec la diffusion de webinaires qui, nous l'espérons, répondront à vos attentes et vous aideront à vous projeter dans vos projets de transformation. Bon webinaire à tous. Pour proposer une réponse coordonnée d'aide et de soins aux personnes qu'ils accompagnent, les gestionnaires de services à domicile vont devoir opérer des rapprochements. Pour les accompagner dans ces opérations, la NAP met à leur disposition un outil d'aide à la décision permettant de simuler des regroupements entre 2 structures. Nous nous trouvons ici sur la page d'accueil de la réforme. Vous retrouverez ainsi l'ensemble des outils ANAP à disposition des gestionnaires. On y retrouve notamment l'outil d'aide à la décision, auquel j'accède en cliquant sur le bouton proposé. Voici l'outil d'aide à la décision. Sa page d'accueil donne accès à 2 rubriques. Dans la rubrique « Quelles sont mes obligations ?», vous trouverez des informations sur les obligations qui s'imposent aux gestionnaires dans le cadre de la réforme, selon qu'ils sont SIAD, anciens SAAD ou SPASAD. Dans la rubrique « Quelles sont mes options de rapprochement ?», vous accéderez à la simulation de votre projet. Avant toute chose,
Il vous est bien sûr conseillé de vous rapprocher de vos financeurs, ARS et ou conseil départemental, le plus en amont possible pour échanger sur votre projet et obtenir des informations sur la politique de votre territoire. Nous démarrons la simulation en renseignant le statut juridique de notre structure, puis nous pourrons renseigner le statut juridique du partenaire dont nous envisageons de nous rapprocher. En effet, l'outil est interactif. Il permet au gestionnaire d'explorer les modalités de regroupement et les configurations juridiques adaptées à sa situation et à son projet. Explorons aujourd'hui les rapprochements dans le secteur privé non lucratif, par exemple entre deux associations. Vous pouvez ensuite sélectionner le degré de rapprochement que vous visez, ici parmi les choix disponibles, la coopération, la fusion ou bien la reprise ou le transfert d'activité. Si vous avez besoin de plus d'informations avant de faire votre choix, vous pouvez cliquer sur « Je souhaite en savoir plus ». Vous obtiendrez ainsi des informations sur les différents types de rapprochements. Un tableau comparatif vous est également proposé. Il présente, en 2 pages de synthèse, les principaux intérêts, avantages, inconvénients et points de vigilance de chaque opération. Une flèche arrière vous permet en permanence de revenir à l'étape précédente. Parmi les solutions de reprise ou de transfert d'activité par exemple, vous pourrez explorer la cession, l'apport partiel d'actifs ou bien la convention de successeurs. Une fois votre choix effectué, vous arrivez à la page dédiée à l'opération que vous avez sélectionnée. Ici, une liste de fiches vous est proposée. Des fiches juridiques ciblées sur l'opération choisie, signalées par une petite étoile, ainsi que des fiches thématiques pour accompagner la mise en œuvre et tenir compte des impacts stratégiques en matière de fiscalité, d'enjeux patrimoniaux et financiers, de ressources humaines ou encore de gouvernance. Lorsque vous cliquez sur une fiche qui vous intéresse, cette dernière s'ouvre dans une autre page de votre navigateur. Vous pouvez ainsi la consulter et la télécharger, puis revenir à l'outil et aux autres fiches. Si l'ensemble des fiches vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le bouton « Toutes les fiches ». Une page dédiée à l'opération s'ouvre, sur laquelle vous pourrez télécharger toutes les fiches relatives à cette opération. D'ici, vous pouvez revenir à la page d'accueil de la réforme, ou bien vous avez toujours la possibilité de revenir à l'outil qui ne s'est pas fermé pour explorer une autre opération de rapprochement par exemple. Plusieurs opérations juridiques peuvent permettre à des organismes à but non lucratif de s'adjoindre d'une activité d'aide ou de soins afin de constituer un SAD mixte, la coopération, le transfert ou la reprise d'activité ou encore la fusion. Tout d'abord, les gestionnaires d'activités d'aide et de soins peuvent coopérer, soit de manière temporaire, soit de manière pérenne. À titre transitoire, les gestionnaires des services peuvent conclure une convention ou créer un groupement de coopération sociale et médico-sociale, soit un GCSMS, afin de pouvoir être autorisé pour une activité de SAD mixte. La convention, comme le GCSMS exploitant, permet la mise en commun de moyens matériels et humains pour constituer des équipes communes en vue d'assurer la coordination des interventions. Mais surtout, le GCSMS peut se voir confier l'exploitation des autorisations détenues par ses membres. Si la convention ne peut être conclue que pour une durée de 5 ans, le GCSMS peut à l'inverse constituer un outil de rapprochement durable. En effet, celui-ci peut, au terme de cette période transitoire, se voir céder l'autorisation de SAD et des soins qu'il exploitait à la demande de ses membres et permettre ainsi au gestionnaire de satisfaire à l'obligation de constituer une entité juridique unique titulaire de l'autorisation. Alternative au GCSMS, l'association peut également constituer une structure de coopération portant une autorisation de SAD intégrée. Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont plus souples que celles du GCSMS. Toutefois, le législateur n'a pas prévu qu'elle puisse servir d'outil de conventionnement à titre transitoire. Elle ne présente donc pas l'intérêt de constituer un outil évolutif comme le GCSMS. Si les parties veulent opter pour un rapprochement plus intégratif qu'une coopération, les partenaires peuvent fusionner. La fusion est en effet l'opération par laquelle 2 ou plusieurs personnes morales se rapprochent pour n'en former qu'une seule.
Pour ce faire, les entités participant à la fusion peuvent soit créer une nouvelle structure à laquelle elles transféreront l'intégralité de leur patrimoine, il s'agit de la fusion-création, soit décider que l'une d'entre elles absorbera l'autre, il s'agit de la fusion-absorption. Dans tous les cas, la fusion entraîne la dissolution de là ou des personnes morales qui transfèrent leur patrimoine. Le patrimoine transféré inclut tous les actifs, c'est-à-dire les créances, les biens mobiliers et immobiliers, les logiciels, les autorisations, mais aussi les contrats sauf exception. Les passifs, c'est-à-dire les dettes, sont également repris. Il s'agit d'une contrepartie de la fusion. D'autres contreparties morales ou matérielles peuvent être insérées dans le traité de fusion qui formalise l'opération. Par exemple, l'engagement de poursuivre l'activité, d'affecter des biens à une activité dédiée ou encore d'associer les dirigeants de l'association apporteuse à la gouvernance de la bénéficiaire. Si les partenaires ne souhaitent pas coopérer ou fusionner, mais veulent simplement reprendre ou transférer une activité d'aide ou de soins à un autre gestionnaire, plusieurs outils juridiques peuvent être envisagés. L'apport partiel d'actifs ou APA, la convention de successeurs ou éventuellement la cession de fonds de commerce. L'apport partiel d'actifs est l'opération qui consiste à apporter à un autre organisme une partie de ses activités et des actifs qui y sont attachés. En contrepartie, comme dans le cadre d'une fusion, le bénéficiaire prend en charge les passifs, les dettes donc, attachées à l'activité, ainsi que des obligations matérielles ou morales. Cette opération est formalisée par un traité d'apport entre les entités participantes. Cet apport peut être fait à une structure nouvellement créée ou à une structure déjà existante. À titre d'illustration, une association gestionnaire d'un SAD peut apporter son activité à une association gestionnaire d'un SIAD. Deux associations peuvent également créer ensemble une association à laquelle elles apporteront respectivement leurs activités d'aide ou de soins. Il convient de souligner que cette opération ne donne pas lieu à une contrepartie financière. Aussi, si le gestionnaire souhaite se départir ou acquérir une activité d'aide ou de soins en contrepartie d'un prix, il pourra opter pour une convention de successeur ou une cession de fonds de commerce. Ces deux opérations consistent à conclure une convention qui organise le transfert des éléments d'actifs permettant d'exploiter une activité en contrepartie d'un prix. En revanche, les passifs ne sont pas repris. La principale différence entre la convention de successeur et la cession de fonds de commerce est l'existence ou non d'un fonds de commerce et donc d'une clientèle commerciale. L'objet d'une association est en principe civil et son but ne doit pas être de partager des bénéfices. Le recours à une convention de successeur est donc plus naturel. Néanmoins, l'activité d'une association peut dans certains cas être exercée dans des conditions commerciales avec une clientèle commerciale. Dans ce cas, l'opération de transfert sera qualifiée de cession de fonds de commerce. Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'un apport partiel d'actifs, d'une convention de successeur ou d'une cession de fonds de commerce, ces opérations n'entraînent pas la disparition de l'organisme qui a transféré son activité, tant que celui-ci décide de poursuivre d'autres activités. Les avantages et les inconvénients de chaque opération dépendent pour l'essentiel des attentes et des contraintes du gestionnaire. Veut-il exercer son activité de manière indépendante ou privilégie-t-il un partenariat, voire un rapprochement plus important avec un autre partenaire ? Souhaite-t-il devenir membre, voire intégrer la gouvernance d'une autre structure, ou est-il prêt à l'inverse à intégrer les membres, voire les dirigeants d'une autre structure ? A-t-il des capacités financières importantes ? Exerce-t-il plusieurs activités ? Comment son activité d'aide ou soins est-elle aujourd'hui exploitée ? Il est toutefois possible de synthétiser les principaux avantages et inconvénients de chacune des opérations dans le cadre de la réforme. Commençons par la coopération. La coopération est un outil généralement apprécié par les gestionnaires qui souhaitent initier un rapprochement mais qui ne sont pas encore en mesure de déterminer si et comment ils peuvent travailler ensemble. Elle permet en effet la création d'une maison commune à plusieurs gestionnaires et peut constituer un outil transitoire pour préparer une opération de rapprochement plus intégrative, comme une fusion. La coopération permet des mutualisations, notamment de personnel. Lorsqu'elle se concrétise par la création d'une personne morale, elle offre tous les avantages liés à la personnalité juridique sans remettre en cause l'autonomie de ses membres. À titre d'exemple, une structure de coopération peut recruter du personnel, percevoir des financements. Elle peut être dotée d'un patrimoine et notamment d'autorisations administratives telles qu'une autorisation de SAD. Le principal inconvénient lié à la constitution d'une structure de coopération est qu'elle entraîne des coûts additionnels en termes de gestion administrative, comptable et RH, ainsi qu'une multiplication des instances de gouvernance.
Elle ne garantit pas non plus un réel travail en commun des partenaires qui savent qu'ils peuvent se désengager. Comme nous l'avons dit précédemment, la cession de fonds de commerce et la convention de successeurs sont deux modes de reprise ou de cession d'actifs en contrepartie d'un prêt. Ces opérations présentent des avantages globalement identiques. Sauf accord spécifique, les structures demeurent des acteurs indépendants à l'issue de l'opération. Les contrats de travail sont en principe transférés dès lors que l'activité transférée constitue une entité économique autonome, c'est-à-dire un ensemble organisé de personnes, de biens permettant l'exercice d'une activité économique avec un objectif propre. Les dettes ne sont pas reprises, ce qui constitue un avantage considérable pour le repreneur. En revanche, la trésorerie et les créances ne sont pas non plus transférées, ce qui implique pour le repreneur de reconstituer et d'assurer le besoin en fonds de roulement. Par ailleurs, les contrats de travail sont les seuls contrats transférés automatiquement. Pour les autres, il faut donc identifier chaque contrat à transmettre dans la convention et s'assurer, le cas échéant, qu'aucune clause ne fait obstacle à leur transfert. Autre inconvénient, la cession de fonds de commerce donne lieu à un formalisme juridique assez lourd et le prix de vente n'est pas immédiatement versé au vendeur en raison de contraintes juridiques et fiscales. Enfin, la convention de successeurs comme la cession de fonds de commerce font l'objet d'une fiscalité onéreuse en matière de droit d'enregistrement. L'apport partiel d'actifs est une opération juridique plus poussée. Elle entraîne le transfert non seulement de l'actif lié à l'activité apportée, mais aussi du passif, des autorisations et des contrats, notamment des contrats de travail, en présence d'une entité économique autonome. L'APA ne donne pas lieu à rémunération, mais la prise en charge du passif, des dettes donc, constitue néanmoins une contrepartie pour l'apporteur. Et d'autres contreparties morales ou matérielles peuvent être demandées à la structure bénéficiaire de l'apport. Il est à noter que l'APA nécessite un travail de préparation conséquent. En effet, comme il ne peut porter que sur une partie de l'activité d'un gestionnaire, il nécessite d'identifier précisément les moyens affectés à cette activité. Qui plus est, il est essentiel de procéder à un audit complet pour identifier les risques encourus par le bénéficiaire qui reprend les dettes de la structure apporteuse. Autre inconvénient à noter, la procédure et les formalités liées à l'APA sont importantes et nécessitent d'être anticipées. Compte tenu de la complexité de la procédure à mettre en œuvre et des délais qui l'encadrent, un APA ne peut être réalisé en urgence. Enfin, sur le plan opérationnel et RH, l'APA nécessitera une harmonisation des pratiques, des usages et des modes d'organisation, mais aussi des rémunérations avec souvent un effet mieux-disant salarial, c'est-à-dire un alignement sur les meilleures conditions. Venons-en à la fusion, qui est l'opération la plus intégrative puisqu'elle conduit à une entité juridique unique et à la dissolution de la ou des structures d'origine. Ses effets et sa procédure sont similaires à ceux de l'APA mais s'appliquent à la totalité de l'activité de la structure apporteuse et non plus à une partie seulement. Les avantages spécifiques de la fusion sont que le transfert des contrats de travail est automatique. Les membres de la structure apporteuse deviennent automatiquement membres de la structure fusionnée. Cette intégration ne leur garantit pas de faire partie des instances de gouvernance, mais les statuts peuvent néanmoins être modifiés ou rédigés pour le permettre. La fusion assure un travail en commun durable et permet à la structure d'atteindre une taille plus importante qui lui offre une meilleure représentation à l'égard des financeurs. La fusion est cependant plus difficile à accepter compte tenu de la disparition de la structure absorbée et suscite souvent des craintes liées à la perte des acquis et au changement d'organisation. Elle doit donc être préparée en amont, au besoin avec un appui. Dans tous les cas, il est important de rappeler que l'ensemble de ces opérations nécessite un accord des autorités compétentes préalablement à la cession des autorisations. Pour pouvoir choisir un outil de rapprochement de manière éclairée, le gestionnaire doit se poser les questions suivantes. Est-ce que je veux continuer à exercer de manière indépendante l'activité d'aide ou de soins ou suis-je prêt à me rapprocher d'un autre gestionnaire ? Si un gestionnaire souhaite exercer de manière indépendante l'activité de SAD, il devra exclure les structures de coopération qui doivent être constituées avec des partenaires ou la création d'une entité commune dans le cas d'une fusion, voire d'un APA. En revanche, le gestionnaire pourra envisager de reprendre ou d'acquérir l'activité d'un autre gestionnaire via une convention de successeur ou une cession de fonds de commerce. Quelles sont mes options si je n'ai pas les capacités financières d'acquérir l'activité d'aide ou de soins d'un autre gestionnaire ?
Si le gestionnaire n'a pas les capacités financières pour racheter les actifs nécessaires à l'exploitation de l'activité d'aide ou de soins, il pourra coopérer, fusionner ou bénéficier d'un APA. En effet, aucune de ces opérations ne donne lieu au versement d'un prix. En revanche, dans le cas d'une fusion ou d'un APA, le bénéficiaire devra donner des contreparties morales ou matérielles à l'apporteur. L'activité d'aide ou de soins constitue-t-elle ma seule activité aujourd'hui? Si le gestionnaire n'exerce pas d'autre activité que celle d'aide ou de soins, le gestionnaire ne pourra pas envisager un apport partiel d'actifs qu'il ne peut porter que sur une partie des activités d'une structure. De la même manière, il faut garder à l'esprit que la coopération implique que les membres conservent en propre des activités même après la cession de l'autorisation. En effet, un GCSMS implique que les membres demeurent et donc qu'ils aient une activité propre. Dans le cas contraire, la coopération ne pourra être qu'un outil transitoire avant une fusion. Si je transfère une partie ou la totalité de mes activités à un autre gestionnaire, est-ce que je veux être présent dans la structure repreneuse? Si le gestionnaire n'est pas opposé à la dissolution de sa structure, la fusion est un outil intéressant puisqu'elle permet aux membres de la personne morale apporteuse de devenir membres de la nouvelle structure fusionnée. Dans le cadre d'un apport partiel d'actifs, la participation du gestionnaire à la gouvernance de la structure bénéficiaire peut également être une contrepartie morale à l'opération. En revanche, les opérations de transfert d'actifs à titre onéreux, telles que la convention de successeur ou la cession de fonds de commerce, ne permettent pas aux cédants de continuer à participer à la gouvernance de la structure repreneuse, sauf accord particulier. Dans tous les cas, il est recommandé à tout gestionnaire de procéder à une phase d'analyse lui permettant d'identifier les partenaires présents sur son territoire, de définir ses objectifs, ses contraintes, afin de déterminer l'opération la plus adaptée et d'en évaluer les risques et effets éventuels, notamment sur le plan fiscal. La fiscalité doit faire l'objet d'une analyse spécifique puisqu'elle peut également en constituer un critère de choix de l'opération. Il est donc conseillé de se rapprocher d'un expert en fiscalité. Nous répondons à vos questions. En plus des webinaires que nous proposons régulièrement sur de nombreuses thématiques, un rapide mot sur l'offre de services de la NAP. La NAP propose une offre globale pour vous inspirer, vous outiller et vous faire gagner du temps. D'abord via la production de contenu opérationnel, boîte à outils, fiches pratiques, ensuite par la mise en réseau, au travers des communautés de pratique et du réseau d'experts de la NAP. Et enfin, la NAP propose des interventions concrètes dans vos établissements. Si vous êtes intéressé et vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site anap.fr. Avant de conclure, nous vous rappelons que la NAP a mis à votre disposition des nouveaux outils pour vous accompagner sur la réforme des services autonomie à domicile. Un outil d'aide à la décision sur les rapprochements que nous venons de vous présenter. Un kit d'outils opérationnels pour l'appui à la mise en œuvre de la réforme. Vous y trouverez des trames de fiches de poste, des modèles de documents, des checklists, etc. Ces outils sont disponibles dans une seule et même page sur le site anap.fr. Vous retrouverez également toutes les informations sur cette réforme dans les pages ressources du ministère et de la CNSA. L'ensemble des liens est disponible dans le chat. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Au nom de toute la NAP, nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire et nous vous disons à très bientôt.